Bonjour à tous, comme nous sommes heureuses de vous retrouver. Voilà, c'est donc la deuxième rentrée pour I Am an Equestrian, un 33e épisode et l'aube de nouveaux projets. Pour ceux qui nous écoutent pour la première fois peut-être, I Am an Equestrian, c'était d'abord une envie commune portée par deux cavalières amateurs mais infiniment infectés par le virus cheval. L'envie d'offrir une fenêtre, une parenthèse, à tous ces amoureux du cheval qui ont décidé, un beau jour, d'utiliser cette passion comme une fondation solide sur laquelle poser les briques de leur carrière professionnelle. Aujourd'hui, 16 mois et exactement 35 enregistrements plus tard, à force de rencontres, de travail, de voyages, de rêves qui se réalisent, I Am an Equestrian prend à son tour la forme d'une fondation bien ancrée sur laquelle nous allons continuer de poser de jolies briques pour construire des projets professionnels passionnants. Merci à tous de nous retrouver aujourd'hui pour ce 33e épisode. Merci d'être fidèles au poste, fidèles à votre passion et à ce sport. C'est la rentrée et nous voilà de retour pour un nouvel épisode de I Am an Equestrian. Et cette semaine, nous avons eu le plaisir d'offrir la parole à la plus jeune invitée de l'histoire de ce podcast, Ilona Mesadri. Nous sommes le 2 septembre et cette date n'a pas été choisie par hasard. Ilona a 16 ans aujourd'hui, alors nous lui souhaitons un bel anniversaire. 16 ans. Et pourtant, Ilona a déjà un palmarès bien garni après des années à poney pleines de succès, grâce à son prodigieux duo formé avec la superbe Calas Résidal Z. Triple championne de France, dont 2 fois en 2019, Ilona nous a parlé de son organisation et de toute l'équipe mise en place autour de sa réussite sportive. Avec ces mots, elle nous a expliqué la relation et les histoires si particulières qu'elle entretient avec ses chevaux. Dans ce podcast, elle évoque aussi la vie singulière qu'une jeune fille de son âge adopte pour réussir. Et évidemment, elle nous a parlé de ses rêves d'avenir. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de MyCryo. MyCryo est une société qui a été imaginée et fondée par monsieur Jean-Michel Staseski, fort d'une grande expérience dans le domaine du soin et de l'équipement orthopédique humain et issu d'un terreau familial de passionnés de chevaux. La technologie MyCryo résulte de la transposition des attelles à succès de cryothérapie compressive humaine Igloo au domaine équin. Le système de compression dont dispose MyCryo décuple considérablement l'action et l'efficacité du froid sur les tissus et tendons du cheval. Au-delà du soulagement immédiat et visible, MyCryo apporte une solution durable et immédiate pour diminuer les échauffements et tendinites. La cryothérapie par compression est encore plus aboutie, plus adaptée et plus efficace que l'action d'une simple poche de glace sur les tendons. L'objectif de MyCryo est de rendre la technologie de la cryothérapie connue et accessible pour tous, à l'instar de notre invitée du jour, la talentueuse Ilona Mesadri, qui depuis 3 ans utilise les guêtres MyCryo au quotidien sur ses chevaux. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Tu es née le 2 septembre 2004 et tu ne le sais pas encore, mais cet épisode sortira le jour de ton anniversaire. Donc, je te souhaite un joyeux anniversaire en avance. Tu n'as donc que 15 ans. 16 ans aujourd'hui. 16 ans aujourd'hui, en effet, du coup. Et je suis vraiment ravie de t'annoncer que tu es la plus jeune invitée de notre podcast. Et pourtant, tu as déjà une longue lignée de victoires derrière toi. Alors, avant de parler de tous tes succès, on aimerait d'abord que tu nous racontes ton histoire, d'où tu viens, qui tu es, à quel âge est-ce que tu as commencé à monter à poney, etc. Alors, toute petite, j'ai commencé à faire du sport. J'ai fait de la danse classique et ça ne me plaisait pas trop, le côté artistique, tout ça. C'est vrai que je prenais pas plaisir en fait. Et donc, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire à un cours de poney au Haradjardi, près à côté de chez moi. Et donc, j'ai commencé des cours, comme tout le monde, je dirais, que je faisais une fois par semaine. Et ensuite, il y a une coach qui s'occupait de l'équipe compétition qui m'a repérée dans un cours. Et elle m'a dit, à la sortie de ce cours, elle m'a dit « Ce serait bien que tu viennes faire un essai pour intégrer l'équipe compétition ». Et donc, moi, j'ai des parents qui ne sont pas du tout issus de ce monde-là. Donc, on s'est demandé ce que c'était, quoi. J'ai fait un test. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Et on a suivi un peu ce qu'elle nous conseillait de faire pour intégrer l'équipe, tout ça. Et donc, j'ai commencé les compétitions comme ça, toute petite. J'avais 6 ans. Donc, j'ai fait 2 années à Shetland, comme ça, où j'ai eu mes premières médailles, donc par équipe, au championnat de France, et aussi en individuel. Et après, en fait, on cherchait une écurie avec mes parents, toujours pour progresser, mais cette fois-ci passer à double poney. On est tombé par hasard sur les écuries de la Clémenterie. J'ai fait aussi un essai avec Eric, mon coach,
avec qui je monte maintenant depuis, là ça va être la 7e saison avec lui. Et donc en fait il m'a mis sur un double poney tout de suite, un poney D. C'est lui qui m'a fait progresser et ensuite j'ai eu des poneys différents chaque année qui m'ont fait évoluer et j'ai progressé dans les épreuves comme ça. On va revenir un peu sur ton palmarès, mais un tout petit peu plus tard. Avant de parler de tout ça, j'aimerais savoir si tu peux nous parler un petit peu de ta personnalité, parce que tu as eu énormément de victoires, tu es très performante en piste. Est-ce que tu peux nous dire du coup un petit peu qui tu es, sans nous parler voilà des faits, etc. Mais toi, comment tu te perçois ? Est-ce que tu peux nous parler de ta personnalité ? Je dirais que je suis une personne qui cherche toujours à évoluer, à trouver de nouvelles choses, de nouveaux exercices, de me fixer toujours des nouveaux objectifs pour progresser justement, et je garde mon sang-froid aussi dans les situations les plus difficiles. J'ai un bon mental, je dirais, c'est-à-dire que si je dois courir une compétition où je dois avoir beaucoup de pression, c'est vrai que je vais rester calme dans ma tête et faire confiance à mon coach, à mon poney, et c'est ce qui fait que aujourd'hui, je dirais que j'ai un bon mental. Voilà. On allait y venir d'ailleurs à la préparation mentale. On voulait te parler un peu de ça. Bon, du coup, on ne suit pas tout à fait l'ordre des questions. Est-ce que tu t'es entouré d'un préparateur mental dans les années précédentes ? Est-ce que tu en as un aujourd'hui ? Et aussi, ma question qui suit était de savoir, quand on fait autant de bonnes performances comme ça, quand on sait que tu rentres en tant que leader quelque part dans une piste, quelle pression est-ce que tu as ? Quelle pression est-ce que tu te mets ? Comment est-ce que tu le ressens ? Et comment est-ce que tu arrives à garder ton sang-froid, justement ? J'ai jamais été aidée auparavant. C'est vrai que j'ai toujours fait toutes mes compétitions, je dirais, sans aide d'un coach mental. Cependant, j'ai fait dernièrement des cours pendant les stages équipe de France pour différencier la pression du stress. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée. Mais c'est vrai que je me suis toujours mise dans ma bulle avant de faire mes épreuves, et c'est ce qui m'a le plus aidée, je dirais. Et ça, tu as toujours bien réussi à le gérer par rapport aussi, je pense, au fait que tu es très suivi, très populaire, etc. Et même en équipe, en Coupe des Nations, ta maman, elle nous confiait juste avant que tu étais parfois même meilleure en Coupe des Nations que pendant le Grand Prix du dimanche. C'est l'adrénaline comme ça te pousse à réaliser des performances ? Oui, c'est vrai que quand je rentre en piste et que, comme je pense aux épreuves au BIP, tout ce public est là pour nous, c'est vrai que ça me motive, j'ai une adrénaline, je sens mon poney aussi qui est très motivé, et ça me pousse à le faire de mon mieux en fait, et à prendre plaisir pendant mes tours. Et je dirais aujourd'hui que ce qui me fait le plus vibrer, c'est ça, c'est de rentrer en piste et de repenser à mon parcours et de me dire ça y est, je vais me lancer sur le 1 et je vais enfin pouvoir courir ce parcours que j'ai reconnu il y a 15 minutes, 10 minutes, 1 heure. Voilà, c'est ce qui me fait le plus vibrer. Je voulais qu'on parle un petit peu ensemble pour commencer, pour entamer du coup l'histoire de ton palmarès. Aujourd'hui, tu es donc une cavalière de saut d'obstacle et tu évolues encore principalement dans le circuit poney. Tu as fait donc championnat de France, championnat d'Europe, Coupe des Nations, comme on était en train de le dire. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton regard sur le circuit poney ? Comment est-ce que tu perçois la compétition poney ? Est-ce que tu trouves que c'est un système différent du système cheval ? C'est un circuit qui permet aux jeunes cavaliers donc de commencer la compétition, mais aussi de se fixer des objectifs extrêmement tôt, de participer à des championnats extrêmement tôt aussi dans leur vie d'enfant, on va dire. Qu'est-ce que toi tu en penses de ce circuit-là ? Moi, ça a été un circuit qui m'a ouvert beaucoup de portes. J'ai pu faire de belles rencontres, de concourir sur des belles pistes. Je pense au Pony Jumping Trophy, quand on monte au milieu de nous, à notre âge, de cavaliers 5 étoiles. Voilà, on reste bouche bée, quoi, et c'est tellement incroyable que on pense à la chance qu'on a justement de concourir au milieu de grands cavaliers. Donc je dirais que c'est très formateur. Après, il faut penser à l'avenir, donc je dirais que c'est toujours important de faire les deux, faire du cheval et en même temps rester dans le circuit poney pour penser à l'avenir. Mais c'est vrai que c'est un bon passage, je dirais, pour débuter et pour aller vers une carrière de haut niveau.
Et justement, la transition est toute faite parce que, alors moi, je suis passée par le circuit poney et pour avoir vraiment suivi les cavalières et les cavaliers qui ont eu un peu ton parcours à mon époque, je sais que la transition poney-cheval, elle est pas du tout facile et psychologiquement assez compliquée. Toi, tu montes déjà à cheval puisqu'on est ici à Sainte-Cécile, pendant le Grand National de Sainte-Cécile. T'es engagée avec 3 chevaux. Est-ce que tu as toujours su que l'époque poney s'arrêterait ? Comment est-ce que tu vis, toi, ce passage vers le monde du cheval ? C'est vrai que mon passage à cheval totalement va se faire dans pas longtemps, mais mon coach m'a toujours mis sur des chevaux dès mon plus jeune âge, parce qu'il m'a toujours dit tu acquéras de l'expérience à cheval, et pour l'avenir ça sera plus facile pour toi de faire la transition dès maintenant. Oui, c'est vrai que j'ai commencé assez tôt les équipes de France à poney, et on a du mal à se dire que ça va se finir. Mais bon, c'est vrai que je suis assez déjà contente d'être bien équipée à cheval pour cette transition, mais c'est vrai que ce monde va un petit peu me manquer quand même. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes ambitions à cheval ? Quels sont tes objectifs ? Qu'est-ce que tu aimerais pouvoir faire dans les années à venir en basculant du circuit poney vers le circuit cheval ? Comme je l'ai dit, moi ce qui me fait vibrer c'est les Coupes des Nations, porter la veste de l'équipe de France, donc pourquoi pas refaire de belles épreuves à cheval dans les juniors et puis concourir sur des belles pistes comme j'ai pu le faire à poney, puis progresser, toujours me faire plaisir et que mes chevaux aussi soient bien mentalement et physiquement. T'as conscience quand même, parce que c'est un peu dur à dire comme ça de but en blanc, mais est-ce que tu as conscience quand même de la difficulté du métier pour un professionnel aujourd'hui à cheval ? Il y en a énormément de très bons cavaliers en France et c'est assez difficile quand même de prendre place dans les équipes, surtout quand on voit l'équipe senior qui est composée de Pénélope, Kevin, etc. et qui sont là quand même depuis très longtemps. Comment est-ce que tu imagines la suite ? Est-ce que tu penses que tu vas réussir à faire ta place ? Quelles sont pour toi en fait les différentes étapes peut-être par lesquelles tu devras passer ? Ah oui, je pense que c'est un métier très difficile. Après, c'est sûr qu'il faut être bien entouré et passionné des chevaux et aimer ça. Passer dans les écuries de très bons cavaliers, je pense que ça peut aider pour atteindre le haut niveau. Après, voilà, il faut avoir un entourage, les propriétaires, des sponsors qui suivent. Quand on a l'envie, en tout cas, de progresser, je pense que on peut y arriver, on a toujours des portes qui nous sont ouvertes, quoi. Est-ce que tu penses que c'est une étape que tu vas devoir franchir, de partir travailler ou de partir monter pour un cavalier, que ce soit en France ou à l'étranger, mais en tout cas un cavalier à l'extérieur de la structure dans laquelle tu as l'habitude d'évoluer actuellement ? Bah oui, je pense. Après, mon coach, c'est vrai qu'il m'apporte beaucoup. Encore aujourd'hui, il est loin de m'avoir tout appris. Mais je pense que passer chez un grand cavalier, c'est toujours très bénéfique, quoi, pour accéder au niveau et toujours prendre de l'expérience et faire de belles rencontres aussi. Tu peux nous parler un peu de ton coach, justement, parce que alors on nous a dit que tu avais quand même un peu une histoire à nous raconter. Je sais qu'il encadre pas mal ta vie de cavalière, en tout cas. Est-ce que tu peux nous parler un peu de lui et du système qui est mis en place avec toi ? Alors, j'ai rencontré mon coach donc, à 9 ans et je dirais qu'il a toujours cru en moi. C'est ce qui m'a porté, en tout cas, vers le haut niveau, en tout cas le niveau que je fais aujourd'hui. On a une relation assez fusionnelle, c'est-à-dire que maintenant je sais exactement ce qu'il veut me faire faire avec tel cheval. Parfois on a juste besoin de se regarder et je vais comprendre que non, le vertical c'est mieux que je l'aborde à cette main, ou ce cheval ça serait mieux que je lui mette ce mort-là. Voilà, c'est des exemples comme ça, mais c'est vrai qu'on a une relation assez fusionnelle et aujourd'hui ça m'aide beaucoup. Ça a été compliqué au début d'apprendre à se connaître parce que c'est quelqu'un qui est très exigeant, qui en demande toujours plus, même quand on va faire un parcours qui est assez satisfaisant. Voilà, on va sortir des pistes et là il a dit « Ah oui, mais t'as pas fait ça ». Et après, il va te complimenter ou te féliciter de ce que t'as fait dans cette ligne-là ou dans ce virage-là, mais il a toujours ce côté où il faut analyser, il faut toujours progresser et ça n'a pas été. Et comment on pourrait améliorer ce point-là ? C'est vrai qu'il me pousse toujours à me remettre en question
Et je dirais que c'est aussi un coach mental en plus d'être un coach sportif, quoi. Sa présence en concours, elle t'est indispensable actuellement, ou tu penses que tu pourrais te passer de lui au paddock, dans l'accompagnement, à la reconnaissance ? J'ai fait très peu de concours sans mon coach et aujourd'hui je me vois difficilement faire une compétition sans lui. Il m'apporte toujours et comme il connaît mes chevaux par cœur, ma ponette que je monte Calas Residal Z, c'est sa ponette et il la connaît depuis qu'elle a 6 ans. Et certes, moi je la connais depuis 4 ans, mais il connaît tous mes chevaux par cœur, il sait exactement comment ils vont réagir et je me vois difficilement en tout cas faire une compétition sans lui. En plus de cet accompagnement-là, on sait que ton coach et tes parents t'encadrent beaucoup pour te donner une hygiène de vie proche de celle d'un sportif de haut niveau. Est-ce que toi, tu te considères sportif de haut niveau et comment est-ce que tu l'organises dans ta vie ? C'est-à-dire quelle hygiène tu t'imposes, quelles règles tu suis pour continuer ce rythme-là pour être toujours plus performante ? Mes parents, ils m'aident beaucoup tous les jours, que ça soit pour les cours, pour me donner des leçons de vie, pour m'aider avec les chevaux. Voilà, c'est-à-dire que c'est une vraie présence pour moi. Ils me conseillent sur des choix que je dois faire. Est-ce que tu t'autorises à sortir comme les jeunes de ton âge ? Est-ce que tu as des spécificités dans ton hygiène de vie que tu t'obliges à respecter ? C'est vrai que je sors beaucoup moins que les jeunes, en tout cas de ma génération, puisque je suis souvent en concours, même tous les week-ends. C'est pour ça que j'ai toujours voulu être scolarisée pour avoir quand même une vie sociale à l'école. Donc, ce qui me maintient un petit peu comme une adolescente, quoi. Normalement, je vais au lycée tous les jours, je vois mes copains, même si je sors pas tous les week-ends et que voilà, je fais pas la fête le samedi soir. Mais c'est vrai que là, quand je suis en concours, je vais me coucher tous les soirs tôt et penser à ma compétition du lendemain plutôt qu'à mes soirées ou à ce que font mes copains. Voilà. Après, une hygiène de vie, je dirais que je fais du sport à côté de l'équitation, je fais attention à mon alimentation. Tu suis un entraînement physique assez spécifique ou pas forcément ? J'ai mon ostéo déjà qui me suit beaucoup, que je vois 1 ou 2 fois par mois et qui me conseille sur des étirements que je dois faire pour mon mal de dos et qui m'a aussi conseillé des exercices pour du renforcement musculaire. Voilà, donc je fais un petit peu ce programme-là et on adapte selon les séances avec lui en fait. C'est intéressant de le préciser parce que à l'époque, c'est pas tout à fait ta génération, mais c'est vrai qu'il y a plein de cavaliers qui aujourd'hui ont 50 ans, ont mal au dos, n'arrivent plus à monter à cheval. Et en fait, la base, c'est maintenant, c'est à ton âge. Et c'est bien de préciser que pour être un sportif et un cavalier de haut niveau, faut aussi s'entraîner comme un vrai athlète, autant que nos chevaux. Et du coup, c'est intéressant ce que tu nous dis là. Oui, c'est vrai qu'on pense beaucoup à la préparation de notre cheval, à se dire, même moi, est-ce qu'il va être assez en forme pour enchaîner 2 manches, voire un barrage lors de la Coupe des Nations. Mais est-ce que nous, physiquement, on va tenir à rester concentré pendant 2 heures d'épreuve, avoir le physique pour ? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve qu'on prend de plus en plus conscience de cette importance, en tout cas, de pratiquer un autre sport à côté pour du renforcement musculaire ou tout simplement pour nous vider la tête et pas passer toutes nos journées sur nos chevaux. Voilà. Et justement, on sait que tu es une excellente élève. Actuellement, tu es en classe de seconde. Comment est-ce que tu fais pour tout gérer ? Parce qu'on m'a dit aussi que tu souhaitais continuer dans la finance. C'est assez étonnant, honnêtement, je te le dis. La plupart des jeunes cavaliers de ton âge et un peu plus âgés sont déscolarisés, ou ont fait le CNED ou arrêtent après le bac. Toi, tu veux continuer. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Comment est-ce que tu te projettes dans les années à venir et quel avenir est-ce que tu vois devant toi ? Alors aujourd'hui, je suis scolarisée dans un lycée privé qui propose une classe par niveau, horaire aménagé. Donc cette année, ça me libérait 4 après-midi. Donc j'ai des grosses matinées de 5 heures de cours, sans pause. En fait, j'ai le même nombre d'heures que les autres élèves de seconde. Juste, j'ai pas de trou, en fait, ce qui me permet d'avoir
des horaires pour pouvoir monter l'après-midi. Donc en fait, on était une classe normale de plusieurs sportifs, de tous sports différents, de haut niveau. Donc c'est vrai que cette année, ça a été vraiment une chouette année pour moi en tout cas, parce que j'ai découvert des nouveaux sports, comment ça se passait aussi dans d'autres fédérations. Puis ça m'a aidé, ça m'a fait faire de belles rencontres. Et donc, grâce à cette classe, je vais monter l'après-midi. Alors quand c'est l'hiver, du coup, il fait nuit plus tôt, je rentre faire mes devoirs après avoir monté. Et quand il fait plus chaud en tout cas, ou plus nuit tard, je fais mes devoirs avant d'aller monter. Et il y a ma maman qui m'aide tous les jours, qui fait les allers-retours, qui prépare mes chevaux pour m'aider. Et voilà. Et je pense que il est très important de continuer les études. Moi, on m'a toujours dit, si un jour tu fais une chute et que tu peux plus monter à cheval et que tu n'as pas de bagage éducatif, qu'est-ce que tu vas faire ? Et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir. Et je me suis toujours dit, ouais, en fait, l'école, c'est important. Et si on parle d'études aujourd'hui, c'est pas pour rien. Et aujourd'hui, je veux quand même avoir mon bac. Pourquoi pas faire des études et en même temps continuer à monter à cheval, pour plus tard, au cas où, avoir un petit truc en plus. Et je pense que ça m'aidera plus tard aussi si je veux continuer dans ce sport à haut niveau, pour gérer une écurie ou une entreprise à côté, gérer tout ce fonctionnement, les sponsors, parler l'anglais quand on va en concours à l'étranger. Je pense que c'est important. Ça me fait penser un peu à l'interview qu'on avait fait avec Victor Lévesque, lui aussi qui est dans une classe à Sciences Po avec des sportifs de haut niveau de tous les sports, qui apprend beaucoup des autres sportifs. Il nous avait justement dit moi je fais pas des études parce que je vais faire une chute et du coup j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Lui, ça l'aide vraiment dans la gestion de son écurie. Ça va m'aider de toutes les façons de garder cet équilibre, de pas faire que ça. Mais c'est des connaissances, c'est la culture générale, c'est plein de choses qu'on apprend en allant au lycée, même en faisant des études après. Donc pas que si on fait une chute, il a raison. Tout ce qu'on apprend au lycée tous les jours en se levant, c'est hyper important. Dans quelle mesure le fait de côtoyer des sportifs d'autres disciplines à haut niveau, ça t'inspire toi dans ta pratique ? Est-ce que tu as fait évoluer des choses dans ta façon de considérer ton sport et ta pratique de l'équitation parce que tu as été au contact d'autres disciplines, d'autres sports, d'autres méthodes, peut-être d'autres savoir-faire ? J'ai vu différents fonctionnements, comment marcher aussi leur compétition, comment ils se préparaient, comment ils s'entouraient justement, quel sport ils faisaient à côté de leur sport, je dirais, principal, et comment eux aussi géraient leur stress, à quel moment de leur compétition ils stressaient le plus, qu'est-ce qui les aidait justement à décompresser, à penser à autre chose. En fait, c'est plein de questions qu'on se pose sans le vouloir, en fait, je dirais, mais on en apprend plein de nouvelles choses et c'est en parlant tous les jours que je dirais que ça m'a beaucoup enrichi, quoi. Du coup, tu nous l'expliquais, tes parents sont quand même très présents dans ton quotidien, dans ton encadrement. Et on sait que, parce qu'on l'a lu du coup, aucun de tes deux parents ni personne de ta famille n'était cavalier. Or, on a tendance un peu à penser, parce que quand on regarde tous les meilleurs juniors jeunes cavaliers du circuit, il y en a beaucoup qui sont issus de familles, de lignées de cavaliers, déjà réputés ou performants. On a tendance à penser que c'est presque indispensable d'avoir des parents issus du milieu équestre pour réussir et pour atteindre le niveau. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Donc oui, mes parents, ils sont pas du tout issus de ce milieu-là. Et aujourd'hui, ça m'a pas désavantagée dans tout ce que j'ai fait. Je pense que ça m'a même aidée. J'ai eu des avantages parce que j'ai toujours eu un coach à côté qui me suivait très bien. Mais mes parents, ils m'ont jamais mis la pression pour une telle performance. Ils m'ont toujours suivi dans ce que je voulais faire, conseillé aussi. Ils m'ont toujours dit non, ça évite, ou ça vas-y, tu peux foncer. Donc non, je pense qu'il n'est pas du tout indispensable, si on s'entoure bien, de faire des belles épreuves ou même du haut niveau avec des parents dans le milieu, ou être fils d'eux ou fille d'eux.
Et alors, tes parents se sont entièrement dévoués à toi, parce que ta maman, pour l'anecdote, était professeure d'art plastique et a totalement arrêté pour se consacrer à ta carrière de cavalière. Comment est-ce que tu vois les choses à ce niveau-là ? Est-ce que tu penses que c'était indispensable pour toi de l'avoir auprès de toi tous les jours ? Et comment est-ce que tu perçois ce choix-là, en fait ? J'en suis très reconnaissante aujourd'hui de tout ce qu'elle fait pour moi. C'est vrai qu'elle consacre presque toutes ses journées, en tout cas, à la gestion de mon emploi du temps, de mes sponsors, de mes chevaux. Elle s'occupe de plein de choses. Et oui, aujourd'hui, ça aurait été difficile de faire mon sport et de vivre ma passion comme je le fais aujourd'hui, parce que elle m'aide en fait dans tout. S'il y a quelque chose que j'ai pas le temps de faire, elle va me dire écoute, concentre-toi sur ça. Si je rentre de concours et que j'ai pas le temps de m'occuper de ce cheval-là parce que oui, j'ai l'école après, elle va me dire écoute, t'en fais pas, je peux t'aider, je vais t'épauler sur ces choses. Donc oui, ça aurait été très compliqué en tout cas de faire ce que je fais aujourd'hui. Et je la remercie en tout cas. Elle nous expliquait tout à l'heure, ta maman, que donc elle était très présente pour toi et que tu avais une groom qui te suivait dans les grandes échéances. Et en dehors de ces grandes échéances-là, donc le championnat de France, BIP, Coupe des Nations, etc., c'était toi et ta maman qui gériez les chevaux, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Est-ce que ça demande pas beaucoup de travail de faire ça ? Est-ce que vous arrivez à vous en sortir à deux, à gérer à la fois les concours, à la fois l'emploi du temps, à la fois les chevaux, les soins on s'organise, c'est-à-dire que maintenant on sait faire, je dirais. Après, il y a mon coach aussi qui va beaucoup m'aider sur l'organisation. Mais oui, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de rigueur quand même pour organiser des tels concours. Oui, c'est beaucoup de travail. Je dirais que ma maman, elle travaille H24 pour mes performances. Voilà. Nous sommes à mi-épisode et nous espérons que cette conversation vous plaît. Nous avons enregistré ce podcast durant le Grand National de Sainte-Cécile, au début de l'été, et nous avons eu le plaisir de voir Ilona utiliser les produits Mike Rio. Elle nous a confié utiliser les guêtres après une séance de travail soutenue et après chacun de ses parcours, et nous a fait part de sa stupéfaction quant aux résultats bluffants qu'elle a observés sur ses chevaux et particulièrement sur sa jument de tête Calas. À tous nos auditeurs, si vous ne nous avez pas suivis sur les réseaux sociaux cet été, nous vous annoncerons notre nouvelle collaboration avec le média L'Éperon. Tous nos épisodes sont désormais disponibles sur le site internet et l'application de L'Éperon. Alors n'hésitez pas à utiliser cette plateforme pour écouter les prochains épisodes. Je laisse la parole à Ilona pour la deuxième partie de cette discussion. Ilona, tu es aujourd'hui une des cavalières les plus performantes, mais aussi les plus populaires de ta génération. Tu as une visibilité très large et tu représentes maintenant plusieurs marques majeures et partenaires majeurs. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton organisation à ce niveau-là ? Qui gère ton image et tes partenaires ? C'est toujours ma maman qui s'occupe de ça. Et aujourd'hui, je dirais que ça fonctionne plutôt bien. Elle me conseille, et aussi mon papa, sur comment faire la promotion de cette marque ou quel partenariat accepter, comment tester cette marque avant d'en faire la promotion. Voilà, parce qu'on n'accepte pas tout et c'est sûr qu'elle m'aide, et mon papa aussi sur ça, et c'est eux qui gèrent, qui sont un peu mes managers, quoi. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes partenaires ? En quoi est-ce qu'ils sont indispensables à la performance ? Oui, toutes les marques avec qui je travaille ou je collabore m'apportent quelque chose à moi ou à mes chevaux. J'ai testé toutes les marques avant d'en faire la promotion, et ils m'aident dans la performance. Donc je porte les casques Égide depuis maintenant 1 an et demi. Je porte maintenant les vêtements Horse Pilote. J'utilise maintenant les guêtres refroidissantes Mike Rio depuis 2 ans. J'ai vraiment vu la différence pour la récupération tendineuse. C'est vraiment ce qu'il y a de meilleur. En plus de travailler avec pas mal de partenaires et de vraiment t'entourer de marques qui t'importent, comme on vient de le comprendre, tu es aussi très présente et très dynamique sur les réseaux sociaux.
Alors on sait que notre filière et nos sportifs ont parfois un petit wagon de retard sur le sujet quand il s'agit de la communication et des réseaux sociaux. Pourtant, on se rend compte que l'usage des réseaux sociaux et la création de communautés, c'est nouveau, pas tout à fait intégré, mais c'est pourtant extrêmement important. Est-ce que toi, tu penses que cette visibilité-là, elle t'est indispensable et qu'elle te permet aussi d'avoir plus d'ambition et de t'accompagner dans ton ambition ? Je pense qu'aujourd'hui, il est important d'être présent sur les réseaux sociaux pour faire découvrir mon sport peut-être à des inconnus, changer peut-être la vision de certaines personnes qui pourraient penser que on monte uniquement sur nos chevaux. Donc c'est important aussi de montrer qu'ils vont en paddock, qu'ils sont heureux et que ce sont pas simplement nos objets de travail, quoi. Et aussi pour pouvoir faire la promotion de marques qui nous accompagnent et nous suivent au quotidien. Donc je pense qu'il est très important aussi d'être proche des personnes qui aujourd'hui rêvent en tout cas de faire peut-être ce qu'on fait ou de rêvent de voir un peu plus notre quotidien, de partager, de se rendre compte ce que c'est que gérer un athlète de haut niveau. T'as d'ailleurs une vraie communauté parce que t'as 37 000 abonnés sur Instagram. Tu leur réponds, tu partages avec eux. Comment est-ce que tu prends le temps vraiment de répondre à tout le monde, ils te posent des questions, j'imagine. Ça doit te prendre un peu de temps aussi dans ton emploi du temps finalement. J'essaye quand j'ai des périodes un peu de trou, par exemple quand je suis sur la route, j'essaye de répondre, de partager quelques instants avec eux, parce qu'ils sont assez curieux, ils me posent des questions et en plus ça me fait plaisir justement de voir qu'il y ait autant de personnes qui me suivent et c'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte qu'on a autant d'abonnés derrière une page Instagram. On voulait parler un petit peu avec toi de tes chevaux. Tu as des poneys et tu as des chevaux, notamment Rhapsody, Diamonds. On sait que ce sont des histoires un peu singulières, donc on aurait bien aimé que tu puisses nous parler un peu des chevaux qui t'accompagnent aujourd'hui, de tes chevaux de tête peut-être. Alors j'ai rencontré Virginie Lefebvre, c'était l'ancienne propriétaire de Ken, mon ancien poney. Et tout de suite, le feeling est bien passé entre nous. Et il se trouve qu'elle a un élevage et elle a beaucoup de très bons chevaux. Après ma saison avec Ken, elle a vu que ça se passait plutôt bien. Et donc, elle m'a confié Rhapsody du Godion, ma première jument avec qui j'ai fait, je dirais, mes plus grosses épreuves, 1m40, 1m35. Oui, c'était un petit peu ma petite princesse. Je la connaissais aussi par cœur. On a évolué sur des belles épreuves avec elle. Là, elle n'est pas là ce week-end parce qu'elle a pris des petites vacances. Mais c'est un peu elle qui a fait commencer cette histoire avec Virginie. Ensuite, j'ai eu Arsifou grâce à elle. Mon cheval aujourd'hui de tête avec qui je fais mes plus grosses épreuves. Ce week-end, qui va courir les grosses du Grand National. Donc pas les grosses, les 1m40, quoi. Ça s'est toujours très bien passé avec ce cheval. Et puis elle est toujours là pour me donner des conseils, comme elle les a élevés et qu'elle les connaît par cœur. Toujours un bon feeling avec elle. Et après, j'ai aussi rencontré Diamond, qui lui appartenait. Le premier saut que j'ai fait avec Diamond, j'ai senti vraiment quelque chose. Je me suis dit, ah oui, quand même. Il a fait un saut au niveau des chandeliers. Et donc, ouais, c'était incroyable. Et je sentais que sous moi, j'avais quelque chose de puissant, quoi. D'intelligent, et on peut le voir à son regard, à la façon dont il réagit, se déplace. C'est vraiment que des chevaux, en tout cas intelligents, que je monte grâce à elle, grâce à mon coach aussi. Et oui, donc il y a une histoire derrière tous ces chevaux, toutes ces rencontres. Je dirais que c'est ce qui crée notre couple et notre entente. Et je pense que tu ne peux pas ne pas évoquer Calas quand même, parce que tu détiens quand même 3 titres de championne de France à la suite, un titre de double championne de France avec Ken et Calas, médaille de bronze au championnat d'Europe, etc., etc. Est-ce que tu pourrais nous parler quand même de cette ponette un peu extraordinaire? J'étais dans mes écuries
Elle avait été montée par 2 cavalières de mes écuries avant que je fasse un essai avec Calas. Donc c'est vrai que mon coach m'avait dit écoute, ça serait bien que on essaye avec Calas. Et donc pour moi, j'étais encore petite, j'étais très impressionnée et surprise qu'ils me disent ça. Donc j'ai fait un premier essai, ça s'est pas très bien passé. C'est une ponette qui a beaucoup de caractère et qui, quand elle connaît pas trop, elle est pas très aimable. Alors je suis tombée au premier essai, ça s'est vraiment pas bien passé. J'avais un petit peu peur d'y toucher, de m'imposer sur elle. Et donc après on a refait plusieurs essais, j'ai pris des cours, j'ai fait mes premiers concours. Mon premier concours avec elle, je suis tombée avant le départ. J'ai déjà fait ça. Elle m'a mise à terre avant le départ. Et après, on a fait sans faute et on gagne l'épreuve. Et mon coach, il m'a toujours mis la première année à l'écart des regards de personnes peut-être mal intentionnées ou qui pourraient me mettre de la pression. Parce qu'à l'époque, j'étais encore petite et je connaissais pas tout ce milieu. Je sortais de plus petites épreuves. Et donc, je dirais qu'il a vraiment bien géré ma première année avec Calas. Donc, on a évolué. Moi, elle avait déjà fait de très belles épreuves. Donc, c'est plus moi qui devais me mettre à son niveau. Donc, j'ai progressé sur les épreuves Petit Grand Prix la première année. Eric, mon coach, n'a pas voulu que je fasse le Grand Prix Excellence pour encore nous préserver et que j'ai moins de pression dès la première année, pour que je continue quand même à apprendre à la connaître. Et je dirais que c'est à partir de la 2e année que vraiment notre feeling et notre relation fusionnelle s'est vraiment créée. Et c'est une ponette qui est très attachante quand on apprend à la connaître. Je connais toutes ses habitudes maintenant, je sais, elle est réglée comme une horloge. Je sais qu'à telle heure, elle va aller faire sa sieste avant son épreuve. C'est une ponette tellement intelligente qu'elle anticipe tout ce qu'on va faire. Enfin, je pourrais même pas la décrire tellement elle est... Voilà, elle est vraiment incroyable. Voilà. Il me semble que tous tes chevaux appartiennent à des propriétaires. Du coup, c'est un peu ce que tu viens de nous dire. Tu es très jeune et tu as pourtant la confiance de ces gens-là depuis longtemps. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la relation de confiance que tu entretiens avec eux ? Est-ce que tu te sens légitime malgré ton jeune âge ? Comment t'as fait pour créer en fait finalement cette relation avec tes propriétaires ? J'ai eu beaucoup de chance de faire la rencontre de Eric et de Narnaud et Virginie Lefebvre. Je dirais que ce sont des rencontres qui ont changé ma vie, sans qui j'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui. Et mon coach, il a toujours été propriétaire des poneys que je montais. Donc il me voyait au quotidien avec mes poneys. Donc je dirais qu'on a toujours entretenu une relation, comme je dis, fusionnelle. Il les connaît par cœur, maintenant il me connaît par cœur. Et puis après, avec Virginie, elle m'a toujours fait confiance. Elle a vu que les chevaux, quand ils revenaient l'été chez elle, ils étaient en bon état, que je donnais souvent des nouvelles, et puis que, bien sûr, les résultats, ça suivait derrière. Et donc, je dirais que j'ai eu la chance de faire ces rencontres à mon âge et d'avoir leur confiance. Je les remercie. Alors, il y a de la chance, mais j'aimerais aussi que tu nous parles un peu du tout le travail que ça implique, parce que tu dois en monter beaucoup tous les jours. C'est des choses que je pense les enfants de ton âge, parce que tu es encore une enfant, se rendent pas forcément compte. Finalement, toutes les personnes qui te suivent sur Instagram et qui rêvent d'être à ta place ne se rendent peut-être pas compte du travail que ça implique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces sacrifices-là aussi, quelque part ? Est-ce que tu penses que dans quelques années, tu te diras j'ai bien fait d'avoir travaillé autant. Comment est-ce que tu perçois cette vie-là, en fait ? Aujourd'hui, je vis un rêve. Je vois très peu de points négatifs dans ma vie. J'ai des chevaux qui sont incroyables, qui me permettent d'évoluer, de me faire plaisir, de concourir sur les plus belles épreuves que je puisse faire à poney ou maintenant à cheval, j'espère. Oui, c'est beaucoup de sacrifices. Quand je sors des cours,
Oui, je vais pas rester 1 heure après au lycée. Je vais directement partir, monter mes chevaux, répéter, faire ma routine en fait. Faut toujours se remettre en question, approfondir, regarder ses vidéos, analyser. Donc oui, ça me prend tout mon temps. Après, j'arrive à voir quelques amis de temps en temps, mais c'est beaucoup de sacrifices dans le sens où j'ai pas la vie de tous les adolescents qui sortent, je dirais, tous les week-ends ou qui peuvent se permettre des choses comme me coucher tard un soir ou ne pas penser à ça ou partir tôt des écuries sans avoir recouvert mon cheval ou de pas avoir pensé à ce point-là. Donc oui, c'est beaucoup de sacrifices. Après, c'est un bonheur aujourd'hui et je suis bien consciente de la chance que j'ai de monter de tels chevaux et d'avoir des parents qui m'aident autant. Tu inspires beaucoup, je pense, les petites filles, les petites cavalières et même les jeunes filles de ton âge. Mais toi, est-ce que tu t'inspires de quelqu'un en particulier ? Est-ce qu'il y a des cavaliers, des personnalités qui t'inspirent ? Il y en a beaucoup. J'ai beaucoup d'idoles. J'aime beaucoup chaque cavalier pour certaines choses. Aujourd'hui, un cavalier qui gagne beaucoup, mais qui reste toujours dans le respect des chevaux, je dirais Steve Garda. Pour la gestion de son écurie à côté et de une autre activité, je dirais Ludger Beerbaum. Après, il y a beaucoup de cavalières. Je pense à Pénélope Le Prévost, Luciana Diniz, Busy Madden. Pour ses tracés, sa rapidité, je dirais Marcus Henning. Après, pour sa jeunesse et en tout cas son côté qui m'inspire beaucoup, je dirais Édouard Lévy. Sa fougue. Ouais. J'ai vu qu'il était passé dans notre podcast. Ouais, dans le podcast. Voilà, je m'inspire après de beaucoup de cavaliers et comme j'ai dit, j'ai la chance de les voir souvent. Du moins un petit peu cet hiver, j'ai eu la chance de les voir et de les côtoyer et de voir comment ils travaillaient leurs chevaux, à quelle heure ils faisaient ça, à quelle heure ils préparaient leurs chevaux avant le Grand Prix. Je m'inspire en tout cas beaucoup de ce qu'ils font et je regarde. Mon coach m'a toujours dit, sois curieuse, essaye d'en apprendre un peu plus. T'as la chance de les voir là devant toi, pas derrière la télé. Alors regarde. Et donc c'est vrai que je m'inspire en tout cas beaucoup, oui. J'essaye, du moins. Tu avais dit dans une interview, donc on arrive sur la dernière question, tu avais dit « J'aime les chevaux, comprendre comment ils fonctionnent, les travailler, les écouter. Je vis un rêve », tu viens de nous le dire, et j'espère que ça continuera encore longtemps. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu te vois dans 10 ans ? Dans 10 ans, j'aurai 25 ans. Oui, c'est mon âge. Donc... Où est-ce que je me vois dans 10 ans ? Je me vois près de mes chevaux, quand même. Toujours. Je me vois peut-être toujours être en train de finir mes études et vivre toujours ma passion comme je le veux. J'espère en tout cas y arriver. Après, rien n'est dit. J'ai encore tellement de choses à apprendre. C'est quelque chose qui me fait rêver aujourd'hui de concourir sur les plus belles pistes, justement apprendre, faire la rencontre de nouveaux chevaux, être parmi les plus grands après. Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas, que tu puisses continuer ta progression, que tu puisses continuer de t'accomplir parce qu'on te sent très épanouie et très accomplie, en tout cas dans cette vie-là. Donc on te souhaite tout le meilleur, à commencer par ce week-end au Grand National, puisqu'on est la veille du début des épreuves et pour la suite aussi des événements. Merci beaucoup Ilona de t'être prêtée au jeu du podcast. J'espère que ça t'a plu et on se dit à bientôt sur les terrains. Et on te redit joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Et voilà, cet épisode est terminé et on espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus sur la technologie MyCryo, on vous invite à vous rendre sur leur site internet mycryo-horse.com ou sur leurs réseaux sociaux, sur Instagram mycryo-horse ou sur Facebook mycryo-horse. Vous pouvez également suivre l'actualité de I Am an Equestrian sur nos réseaux sociaux, I Am an Equestrian Podcast.
On vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode et en attendant, on vous souhaite une très belle semaine. À bientôt!